Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo qui est le début d'une série concernant le RGPD. Pourquoi ne pas avoir peur du RGPD lorsque l'on est une petite entreprise, une TPE, une PME ou une micro-entreprise? Et pourquoi ce règlement? Alors, tout d'abord, avant tout, pourquoi cette vidéo? J'avais fait une vidéo présentant ce que c'était que les données à caractère personnel et j'avais décidé de ne pas continuer sur les vidéos sur ce sujet puisqu'il y a de très nombreuses vidéos et de très bonnes vidéos sur le sujet. Je vous en mettrai quelques-unes en lien sous la vidéo. Mais j'ai eu beaucoup de questions et je constate parmi les entrepreneurs que je côtoie qu'il y a une réelle peur de ne pas être aux normes et une réelle impression que ça va coûter cher, que c'est très compliqué. Or, ce n'est pas le cas. Et je voudrais vous prouver qu'il ne faut pas avoir peur du RGPD et au contraire en faire un atout. Pourquoi ne pas avoir peur? Parce que la CNIL elle-même nous le dit, elle a réalisé un guide. Ce guide, c'est le guide, donc il a été réalisé avec BPI France, c'est le guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les petites et moyennes entreprises. Les grandes étapes pour protéger les données personnelles de votre entreprise. Alors, ce guide fait par la CNIL, c'est un guide pratique qui vous permet en fait qui contient toutes les étapes à suivre. Alors je vais vous présenter le contenu de ce guide, mais avant tout je voudrais revenir sur plusieurs points. Donc, dès son avant-propos, il est précisé que lorsque le traitement, les données à caractère personnel ne sont pas au cœur de votre activité, les moyens à déployer pour vous mettre en conformité au RGPD ne seront pas très importants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque votre activité n'est pas le traitement de données, donc lorsque le volume de données que vous collectez n'est pas considérable et lorsque les données que vous collectez ne sont pas des données sensibles, alors il ne faut pas avoir peur du RGPD. La CNIL nous dit aussi, dans la suite de l'avant-propos, que le RGPD, c'est avant tout une question d'organisation et de bon sens. Donc ce sont deux éléments qui vont vers une meilleure prise en compte des données par votre entreprise qui va vous permettre d'être plus concurrentiel et de mieux vous organiser. Alors ce guide de la CNIL, il est divisé en 6 parties. Pour ces 6 parties, je vais vous les présenter les unes à la suite des autres dans une série de vidéos. Alors, le premier point, c'est pourquoi ce nouveau règlement. Ensuite, quels sont les 6 avantages pour votre PME? Les données personnelles, traitement de données, de quoi parle-t-on? Comment passer à l'action? La sous-traitance, le traitement de données à risque, êtes-vous concerné? Donc, dans cette première vidéo spéciale RGPD, et spéciale ne pas avoir peur du RGPD plutôt, je vais revenir sur le premier point qui est abordé par la CNIL, pourquoi ce nouveau règlement? Alors ce règlement, il est dans le prolongement de la loi informatique et liberté de 1978. Or, évidemment, depuis 1978, les données que l'on collecte ont été modifiées, les moyens de les collecter ont été modifiés et la quantité a été modifiée. Donc finalement, et la loi de 1978 est une loi nationale. Là, le règlement, il a vocation à harmoniser au niveau de l'Union européenne, donc tous les États de l'Union européenne sont concernés, les données collectées. Donc l'idée, c'est d'améliorer la confiance des utilisateurs au sein de l'Union européenne. Ça veut dire que même vous, en tant que client, vous aurez beaucoup plus confiance dans les entreprises si vous savez quelles données elles collectent, comment elles les collectent et comment elles sont utilisées et que vous avez un droit de maîtriser ces données, soit en demandant une modification, soit en demandant, le cas échéant, une suppression. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Nous, on avait des règles en France, mais ce n'est pas le cas dans tous les États de l'Union européenne, ou du moins, ce n'est pas, la protection n'est pas la même. Ça crée ce que la CNIL appelle une distorsion de concurrence. Donc c'est pour éviter cette distorsion de concurrence et pour améliorer la confiance entre les États. Donc pour améliorer tout cela, le règlement est fondé sur le principe de gestion des risques. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte la façon dont on collecte les données, quels sont les risques encourus en termes de protection. Ce règlement se fonde sur un triptyque, 3 principes qui sont à la base du règlement,
la responsabilité, la confiance et la transparence. La, la CNIL le met en avant également voilà, dans son guide, pardon. Et donc, l'idée, c'est que on sait ce qui est stocké, on sait alors en tant qu'entrepreneur, on sait ce que l'on stocke, on vérifie comment on le stocke, on vérifie comment on l'utilise et on permet à nos clients de maîtriser, c'est-à-dire que nos clients peuvent nous donner des informations sur ce qu'ils acceptent qu'on fasse avec leurs données, sur le fait qu'ils veulent les supprimer, sur le fait qu'ils veulent qu'elles soient modifiées. Donc c'est tout ça, le, le, le RGPD notamment. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, avant les prochaines, hein, c'est qui est concerné. Alors, c'est tout organisme qui traite des données, pardon. Donc, dès que vous collectez le nom de quelqu'un, que ce soit en papier ou sur ordinateur ou sur le site internet ou au téléphone, dès que vous collectez une donnée personnelle, donc pour ce qui est une donnée personnelle, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite, et que vous êtes établi dans l'Union européenne, vous devez respecter ce règlement. Mais pas seulement, ce règlement s'applique aussi aux entreprises qui ne sont pas installées dans l'Union européenne, mais dont l'activité est à destination de clients dans l'Union européenne. Donc, pour, par exemple, une entreprise qui est située en Suisse et qui travaille avec des clients qui est francophone et qui a des clients en France, qui a un site internet à destination de la France qui vise des clients français, ils devront aussi respecter le RGPD. Notez également que les sous-traitants sont une catégorie à part, et ça j'y reviendrai dans la vidéo spéciale sous-traitance. Je vais vous présenter deux des chapitres, le chapitre relatif aux avantages selon la CNIL et le chapitre relatif à données. De quoi parle-t-on exactement? Alors, pour le premier chapitre, la CNIL nous explique quels sont les 6 avantages pour les petites et moyennes entreprises de ce règlement. Donc, parmi ces 6 avantages, la CNIL insiste sur le fait que ce règlement est une opportunité économique pour les entreprises. Alors, quels sont les avantages? Le premier avantage recensé par la CNIL, c'est que la mise en œuvre de ce règlement renforce la confiance des clients notamment. Ça permet de valoriser vis-à-vis de nos clients le fait que nous respectons leurs données. En tant que client, ça nous permet aussi de choisir des entreprises en qui on peut avoir confiance. Premier avantage, renforcer la confiance. Deuxième avantage, améliorer l'efficacité commerciale. Pourquoi améliorer l'efficacité commerciale? Parce qu'en fait, ça nous oblige à maintenir nos données à jour. Et de ce fait, ça améliore la connaissance que l'on a de nos clients et donc ça nous permet d'être plus efficaces et plus productifs. Troisième avantage, ça nous permet de mieux gérer les données dans notre entreprise. Donc de mieux gérer notre entreprise. Pourquoi? Parce qu'il existe un principe de minimisation des données. Donc au regard de ce principe, on va identifier de quelles données on a besoin pour notre entreprise et comment on va les utiliser. Donc ça nous oblige à nous poser des questions sur les données que l'on collecte. Quatrième avantage, ce règlement permet d'améliorer la sécurité de notre entreprise. En effet, il va falloir que l'on sécurise nos données et donc globalement la sécurité de l'intégralité de notre entreprise est améliorée. La CNIL, dans son guide, parle de patrimoine informationnel. Donc on a dans le patrimoine de notre entreprise, de notre TPE, de notre PME, de notre micro-entreprise, des données. Et c'est un réel patrimoine et ça va nous permettre de le mettre en avant. Le cinquième avantage mis en avant par la CNIL, c'est de rassurer nos clients et les donneurs d'ordre. Ça va nous permettre en fait d'offrir une garantie supplémentaire à nos clients et ça nous permet en fait d'être affichés comme respectant certaines règles. Donc du coup c'est rassurant, ça va avec les objectifs de sécurité et de confiance mis en avant par ce règlement. Sixième et dernier avantage mis en œuvre par la CNIL, qui cette fois ne concerne pas tout le monde, c'est la possibilité de créer de nouveaux services. En effet, la CNIL le précise, puisque on va traiter les données, puisque l'on va faire évoluer la façon
dont les données doivent être collectées, ça veut dire qu'on va créer de nouveaux services. Par exemple, elle donne l'exemple des plateformes musicales pour lesquelles peut-être qu'on va être amené à pouvoir importer nos listes, les listes de musique, les listes des chansons que l'on a écoutées ou des albums. Donc voici pour les avantages mis en avant par la CNIL. Je vous mets remis le lien du guide, hein, enfin je vous mets la page du guide. Donc, renforcer la confiance, améliorer votre efficacité commerciale, mieux gérer votre entreprise, améliorer la sécurité des données de votre entreprise, rassurer vos clients, créer de nouveaux services. Maintenant, intéressons-nous au chapitre suivant, données personnelles, traitement de données, de quoi parle-t-on? Alors, dans cette partie, la CNIL nous explique ce qu'est une donnée personnelle. Elle nous rappelle que c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc, identifier directement une personne, c'est son nom et son prénom, ou son nom ou son prénom d'ailleurs. Identifier indirectement une personne, c'est toute donnée qui va être reliée à une personne. Ça peut être son numéro de sécurité sociale, ça peut être son numéro de téléphone, sa voix, sa photo, des images qui sont liées à une personne. Tous ces éléments permettent d'identifier une personne. Alors, ça veut dire qu'on peut collecter une seule donnée peut suffire à identifier quelqu'un, mais ça peut être un croisement de données qui permettent d'identifier quelqu'un. Donc chaque fois en fait que vous relevez des données de quelqu'un, hein, que ce soit le nom, l'adresse email, vous êtes dans le cas d'une collecte de données à caractère personnel. Également, il faut noter, la seconde question que pose la CNIL dans ce chapitre, ce qu'est le traitement de données. Le traitement de données, c'est l'opération qui porte sur les données. Donc toute opération, le fait de les collecter, le fait de les consulter, le fait de les transmettre. Alors, toutes données, y compris les données papier. On entend beaucoup parler du règlement pour les données informatiques, pour les sites informatiques, pour tout ce qui est connecté en ligne. Mais attention, c'est pareil, les données papier doivent également être protégées. Il faut tenir compte pour la protection de toutes ces données, de l'objectif pour lequel on les collecte. Donc ça nous oblige à collecter des données qui sont en rapport avec l'activité de notre entreprise, avec le but que l'on poursuit pour la collecte de données. Est-ce que ce sont des données à visée commerciale? Est-ce que ce sont des données dont on a besoin pour les services que l'on propose? Donc, tous ces éléments vont permettre, relèvent du traitement de données. Donc c'est tous ces éléments que le règlement traite. Alors, je vous ai précisé tous ces éléments dans l'ordre de la CNIL, volontairement, parce que effectivement, il faut comprendre tout cela pour bien mettre en œuvre le règlement. Mais bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur le RGPD, je m'intéresse au cœur du problème, comment se mettre en conformité avec ce règlement. Alors, la CNIL identifie 4 actions à accomplir pour être en conformité. Quelles sont ces 4 actions? La CNIL nous dit qu'on passe à l'étape en 4 actions. Constituer un registre de vos traitements de données, faire le tri dans vos données, respecter les droits des personnes et sécuriser vos données. Alors, je vais revenir sur chacune de ces étapes, une par une. Première étape, recenser vos fichiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut créer un registre et la CNIL propose à cet effet un modèle de registre. C'est un registre qui va vous permettre de recenser toutes les activités de traitement de vos données. Donc toutes les activités concernées doivent être recensées et ensuite vous devrez, voilà, avec la liste des activités que vous effectuez. Donc, par exemple, pour les personnes qui sont, alors c'est probablement il y a moins d'activités pour les personnes qui sont en micro-entreprise, mais pour les entreprises un petit peu plus grosses, et notamment lorsque vous avez différentes activités, chaque activité de traitement de données doit être listée. Ensuite, vous devez, dans ce même registre, créer une fiche par activité. Avec, voilà, la CNIL propose un modèle, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, la date de création de la fiche, la date de mise à jour, le responsable du traitement. Alors si vous êtes en micro-entreprise, c'est vous, puisqu'il n'y a qu'une seule personne. Sachez également que le dirigeant de la société est celui qui est responsable de la tenue de ce registre.
Vous devez, alors pour chaque activité, expliquer quels sont les objectifs. Donc, pourquoi est-ce que vous allez collecter des données? Quelles sont les personnes qui sont concernées? Est-ce que ce sont vos clients? Est-ce que ce sont vos salariés? Et quelle est la catégorie de données que vous allez collecter? Donc, est-ce que est-ce que c'est juste l'état civil? Est-ce que c'est l'adresse? Est-ce que ce sont, voilà, la scolarité, la formation? Donc, dans le document, vous avez toute une série de listes euh, contenant les différentes données. Donc, je vous conseille de vous servir du document qui est fait par la CNIL, qui est très bien fait et qui évite d'oublier certaines données. Les données sensibles sont-elles traitées? Alors quand on a des données sensibles, je vais y revenir dans une autre vidéo, il y a certaines particularités à respecter. Donc là, vous avez toutes les explications, et notamment sur ce qu'est une donnée sensible. Je vous avais expliqué déjà ce que c'était que les données dans deux vidéos distinctes. Et là, vous avez les informations sur les données sensibles. Pendant combien de temps vous conservez les données? Et quelles sont les personnes qui vont utiliser et avoir accès à ces données. Alors en interne, quelles sont les personnes dans votre entreprise qui ont accès à ces données, et en externe, si vous travaillez avec des partenaires ou des filiales, ou alors des sous-traitants, et là également j'y reviendrai avec une autre vidéo, puisque ça fait l'objet de règles particulières. Vous devez préciser également si vous transférez les données hors de l'Union européenne, et dans ce cas vers quel pays, et aussi les mesures de sécurité. Je vais revenir sur ces mesures de sécurité. Donc voilà pour le fichier qui est proposé par la CNIL. Je vous remets la première page. Donc la CNIL vous propose un exemple de registre que je vous invite à suivre pour plus de simplicité. Alors, quelle est la deuxième étape que vous devez suivre? La deuxième étape que vous devez suivre, c'est trier vos données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il existe dans le règlement un principe de minimisation des données. Ça veut dire que vous ne devez collecter que celles qui sont nécessaires à votre activité. Vous devez collecter les données qui vont être utiles pour votre activité. Vous ne devez pas collecter des données qui ne sont sans lien. Par exemple, lorsque vous avez des employés, vous n'avez pas forcément besoin de savoir s'ils ont des enfants s'il n'y a pas de raison de le savoir. Ou lorsque vous êtes restaurateur et que vous collectez les données de vos clients, vous avez besoin de l'adresse, mais vous n'avez pas besoin de savoir l'âge de vos clients. Attention aux données collectées. Le troisième point, c'est de respecter les droits des personnes. Troisième action, respecter les droits des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les informer. Donc il y a plusieurs informations qui doivent leur être données. Leur dire pourquoi vous collectez des données. Leur dire sur quel fondement, quelle est la base juridique. Est-ce que vous fondez sur le contrat que vous avez avec eux? Parce que, par exemple, lorsque vous signez un contrat toujours avec un restaurateur pour qu'il vous livre, pour vous faire livrer une pizza, il a besoin d'avoir votre adresse. Et ça, c'est nécessaire pour exécuter le contrat de vente de la pizza et de livraison. Ou alors c'est lié au fait que vous avez accepté, lorsque vous recevez une newsletter et que vous avez accepté d'être dans la liste des personnes qui vont la recevoir, c'est votre acceptation qui est la base juridique sur laquelle se fonde la personne qui vous envoie la newsletter. Ou ça peut être la loi. Par exemple, dans certains cas, la loi va exiger que certaines organisations collectent certaines données. Par exemple, votre mutuelle a besoin de votre numéro de sécurité sociale pour, voilà, légalement pour vérifier que vous êtes bien inscrit. Il faut également informer les personnes des personnes qui ont accès à leurs données. Il faut les informer également du temps de conservation. Est-ce que vous allez garder les données 5 ans, 10 ans, etc. Enfin, il faut les informer des modalités d'exercice de leurs droits. Alors, quels sont leurs droits? Quels sont nos droits? Parce que nous aussi, face aux professionnels, nous avons des droits lorsque nous nous plaçons en tant que de l'autre côté de la barrière, plus en tant qu'entrepreneur, mais en tant que client ou salarié ou autre. On a le droit d'accès aux données, donc on a le droit d'aller voir quelles sont les données. On a un droit de rectification, on peut demander à ce que les données soient modifiées. On a un droit de s'opposer, un droit d'opposition. On peut refuser que nos données soient gardées. On a un droit d'effacement, c'est-à-dire que pour une société a eu besoin
de collecter nos données pour l'exécution d'un contrat, on peut lui demander, une fois le contrat exécuté, d'effacer les données, sauf obligation légale contraire. On a le droit à la portabilité des données. Alors on connaît la portabilité en matière de téléphonie, on emmène son numéro de téléphone avec soi lorsque l'on va chez un autre opérateur. La création d'un droit à la portabilité dans le cadre du RGPD peut par exemple entraîner la création d'une liste portable d'informations, par exemple la liste de musique lorsque vous vous connectez à un site de musique en ligne. La liste de ce que vous avez écouté, on peut imaginer que ce soit transférable sur un autre site. Et enfin, on a un droit à la limitation des données, c'est-à-dire qu'on a le droit à ce que les données collectées soient celles qui sont strictement utiles à la personne qui les collecte. Donc, il faut permettre l'exercice de ces droits. Donc, il faut informer les personnes de l'existence de ces droits. Il faut leur dire ce à quoi elles ont droit et il faut leur dire comment exercer leurs droits. Alors, comment exercer leurs droits? Il y a plusieurs façons de le faire. On peut leur proposer un formulaire sur notre site internet. On peut leur proposer de nous contacter par email. On peut leur proposer également, éventuellement, par courrier, notamment pour la conservation des données papier. N'oubliez pas que le règlement s'applique aussi pour les données papier. Et la CNIL conseille, pour éviter d'avoir des mentions trop longues sur les formulaires, de faire sur votre site internet une page consacrée à la protection des données et à la vie privée, à la confidentialité, et du coup de proposer dans le formulaire un premier niveau d'information et de renvoyer à cette politique dans votre formulaire. Donc dans votre formulaire, vous expliquez que vous avez sur votre site internet une page, vous mettez bien évidemment le lien de cette page et vous expliquez par exemple comment les personnes peuvent exercer leurs droits. Mais tous leurs droits vont être détaillés sur cette page. Enfin, dernier point, dernière action, et c'est celle qui fait, je pense, le plus peur, c'est la sécurisation des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre, d'après la CNIL, toutes les mesures pour garantir au mieux la sécurité des données que l'on collecte. Alors la CNIL avait utilisé le mot bon sens au départ quand elle expliquait ce que c'était que la protection des données. On peut, parmi les mesures qu'on peut dire de bon sens, il y a les mesures classiques de protection. Alors, lorsqu'on a un antivirus, il faut évidemment le mettre à jour. Également, changer régulièrement ses mots de passe. Parfois, lorsque les données sont sensibles, il y a également le fait de devoir chiffrer ces données. Il faut également tenir compte de mesures physiques. Par exemple, ne pas laisser traîner son ordinateur avec toutes ces données disponibles à n'importe qui, dans un café par exemple, ou ne pas sécuriser chez soi, permet un accès physique aux données facilité. L'idée c'est que si jamais quelqu'un accède à vos données, il ne puisse pas finalement accéder au contenu des données. Si quelqu'un accède à votre ordinateur, par exemple si c'est un ordinateur familial, il faut que vous ayez un profil à part pour vos propres données. Et pas que tout le reste de la famille puisse accéder à votre fichier client, par exemple. Voilà pour la sécurisation des données. Sachez que en cas de faille, il faut ça a un impact évidemment sur les clients, il faut signaler à la CNIL toute violation dans un délai de 72 heures lorsqu'il existe un risque pour les clients de l'attente, enfin les clients d'ailleurs, non, pas seulement les clients, pour toute personne dont vous connectez des données, ça peut être aussi vos employés lorsque le cas échéant, et lorsqu'il existe un risque pour les droits et les libertés des personnes. Donc voilà sur ces 4 points. Il faut vraiment, pour se mettre à jour, suivre ces 4 étapes. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais finalement quand on y pense, c'est beaucoup moins impressionnant que ce que l'on pourrait penser. Alors je vais vous proposer 2 autres vidéos encore concernant les personnes, les sous-traitants, et concernant les données sensibles. Ce sont les 2 derniers chapitres de l'ouvrage du guide de la CNIL. Et dans le cadre de ce guide, la CNIL consacre un chapitre particulier, le chapitre 5, à la sous-traitance. Donc elle nous rappelle qui est concerné. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà que les sous-traitants ont une obligation particulière. Mais avant, il faut savoir qui est un sous-traitant. Alors un sous-traitant, c'est une personne à qui vous allez demander de réaliser une partie des prestations qui vous ont été confiées.
Par exemple, si vous faites des faire-part, vous allez réaliser la conception et par exemple sous-traiter une partie des faire-part, à savoir l'impression. Là, on est dans le cadre du sous-traitant, c'est l'imprimeur. Et dans ce cadre-là, lorsque vous faites de la sous-traitance, dans certains cas, vous allez être amené à confier à votre sous-traitant des données à caractère personnel. Par exemple, votre sous-traitant, si le sous-traitant que vous engagez va faire de la prospection, vous allez devoir lui confier, par exemple, les emails de vos clients ou des numéros de téléphone, ou voilà, des données à caractère personnel. En tant que personne qui engage un sous-traitant, qui utilise les services d'un sous-traitant plutôt, vous êtes considéré comme ce qu'on appelle le responsable du traitement. C'est-à-dire que c'est à vous que les clients ont donné ces données personnelles, à caractère personnel, et c'est vous qui allez les transférer au sous-traitant. Donc vous êtes celui qui est responsable, le responsable du traitement. Alors, dans ce cadre-là, il y a plusieurs obligations particulières. Le règlement prévoit notamment que le sous-traitant a une obligation de tenir compte du fait qu'il va devoir traiter des données à caractère personnel dès la conception du service. On parle de privacy by design. Ça veut dire qu'au moment où il met en place son offre de service, il va tenir compte de la protection des données. Par exemple, il ne va demander que les éléments qui sont nécessaires. Dans certains cas, je reprends l'exemple de la personne qui fait des faire-part, elle va avoir besoin de collecter des données. Les données vont être différentes s'il s'agit d'un mariage ou s'il s'agit d'un baptême ou d'un avis de décès. Donc dans ces cas-là, puisque les données sont différentes, il ne faut pas que cette personne ait un formulaire standard dans lequel elle va demander les mêmes informations à toutes les personnes. Il faut tenir compte des différentes situations. Également, ce dont il faut tenir compte, et la CNIL nous donne un exemple là-dessus, elle nous dit que lorsque c'est fait informatiquement, pour éviter il vaut mieux éviter les champs de texte libres, mais plutôt insérer des menus déroulants. Donc là, ça fait partie du travail qui est à faire par le sous-traitant dans ses obligations, c'est-à-dire dès qu'il pense à un service, le penser en tenant compte de cette obligation. Également, le sous-traitant a une obligation de conseil, donc il doit conseiller ses clients, ça veut dire que vous êtes son client puisque vous utilisez ses prestations, donc il doit vous conseiller, donc il doit insister par exemple sur la mise à jour de vos logiciels, nous dit la CNIL, ou il doit vous aider si vous devez réaliser des études d'impact sur la vie privée, il doit vous informer de l'impact des données que vous collectez. Et notamment, on peut imaginer par exemple que vous collectiez trop de données, le sous-traitant a l'obligation de vous en informer. Le sous-traitant doit aussi tenir un registre des activités de traitement qu'il fait pour le compte de ses clients. Donc il a son propre registre pour les données qu'il collecte, mais il va aussi avoir un registre pour les données qu'il collecte pour ses clients. Donc pour déterminer les obligations du sous-traitant, il faudra faire un contrat particulier concernant le traitement de données. Donc il y aura le contrat standard avec la prestation de service et il y aura également des clauses spécifiques ajoutées à ce contrat ou un avenant dans lequel vous préciserez le lien pour le traitement de données. Alors, le site de la CNIL contient des clauses en la matière. Donc voilà pour le cas du bonjour, dernière vidéo concernant la présentation du guide de la CNIL concernant le RGPD et cette fois-ci je vais m'intéresser au dernier chapitre, le chapitre 6 concernant les données à risque. La CNIL identifie plusieurs types de cas dans lesquels il faut être vigilant. Le premier, c'est lorsque l'on collecte des données dites sensibles. Le deuxième, c'est lié au traitement que l'on fait de certaines données. Alors, concernant les données sensibles. Les données sensibles, ça peut être notamment, donc la liste n'est pas limitative, les données concernant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, la santé, l'orientation sexuelle, des données génétiques ou biométriques, ou enfin des données liées à des infractions ou des condamnations pénales. Donc, toutes ces données sont des données sensibles. Il peut en exister d'autres, on peut penser par exemple à des données bancaires. Également, il faut être vigilant lorsque le traitement qu'on fait de ces données
implique une sécurité particulière ou une analyse particulière. C'est le cas lorsque le traitement que l'on fait nous amène à évaluer des aspects d'une personne ou à la noter. C'est le cas lorsque les décisions qui vont être prises avec ces données sont automatisées. C'est un ordinateur qui va décider. C'est le cas lorsqu'on fait de la surveillance de personnes, exemple de la télésurveillance. C'est le cas lorsque l'on traite des données sensibles, donc dans la liste qui est au-dessus. C'est le cas lorsque les données concernent des personnes vulnérables. La CNIL donne l'exemple des mineurs. On peut penser également aux majeurs handicapés. Également, c'est le cas lorsque l'on fait du traitement à grande échelle de données. C'est le cas lorsque l'on doit croiser plusieurs ensembles de données. C'est le cas également lorsque les données collectées sont utilisées par un objet connecté ou par de nouvelles technologies. Et enfin, la CNIL énonce que c'est le cas lorsque ces données sont utilisées pour exclure quelqu'un du bénéfice d'un droit, d'un service ou d'un contrat. Lorsque l'utilisation que l'on fait de ces données, lorsque deux de ces utilisations font partie de nos activités, la CNIL nous rappelle qu'a priori, il nous faudra conduire une analyse d'impact de la protection des données. Donc avant de commencer à traiter ces données, il faudra être vigilant et faire réaliser ou réaliser une analyse de l'impact sur la vie privée. Alors la CNIL a prévu sur son site internet un dossier dont je vous mettrai la référence sous la vidéo. Les données, il faut également être vigilant lorsque les données que l'on collecte sont transférées hors de l'Union européenne. Lorsque l'on transfère les données, certains États sont considérés comme adéquats par la Commission européenne. La Commission a fait la liste des États qui offrent une protection satisfaisante ou non. La CNIL a mis en place une carte à partir de laquelle vous pouvez déterminer si le pays vers lequel les données vont être transférées est satisfaisant ou non. Il faudra encadrer juridiquement le transfert des données, le cas échéant. Je vous mettrai également la carte et le dossier de la CNIL sur le sujet. La CNIL note qu'il peut être utile de se faire accompagner. Alors, comment se faire aider? Le règlement prévoit la mise en place d'un délégué à la protection des données. Un délégué à la protection des données, c'est une personne qui va notamment guider l'entreprise sur les données qu'elle collecte. Ça peut être quelqu'un en interne ou ça peut être quelqu'un en externe. Ça veut dire que vous pouvez avoir recours en externe à quelqu'un à qui vous déléguez cette fonction. Ça peut être mutualisé entre plusieurs organismes, par exemple. Donc, je vais vous mettre également le lien concernant les cas de désignation obligatoire du délégué à la protection des données, mais également le dossier complet de la CNIL. Voilà sur les données à risque. Donc, la CNIL est plus brève sur ce point puisque elle renvoie, les questions sont plus complexes, donc elle renvoie aux dossiers qui sont faits sur son site internet. Enfin, pour finir cette série de vidéos consacrées au RGPD et plus précisément au guide de la CNIL, je voulais vous présenter la dernière slide, c'est-à-dire les 6 obligations ou les 6 bons réflexes, comme les appelle la CNIL, de la protection des données à caractère personnel. Il faut 1. Ne collecter que les données vraiment nécessaires. Ensuite, il faut être transparent par rapport à la protection des données et la collecte des données. Ensuite, il faut penser aux droits des personnes. Il faut, en 4e, garder la maîtrise de nos données. En 5e, il faut identifier les risques, donc notamment par rapport à cette vidéo, rechercher quelles sont les données à risque sensibles, les activités sensibles. Et enfin, il faut sécuriser vos données. Voici pour la présentation de ce guide de la CNIL et pour cette série de vidéos consacrées aux explications sur ce guide. Le RGPD est entré en vigueur aujourd'hui. Vous pouvez vous mettre en conformité grâce à tous les éléments qui vous ont été apportés. Je vous rappelle mes coordonnées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me laisser un tip sur le compte Tipeee dont je vous mets le lien sur la vidéo pour me soutenir.